Exporter aux États-Unis peut devenir un véritable casse-tête. Mais quand ce sont précisément des casse-têtes qu'on exporte, on a au moins l'habitude de mettre les bons morceaux à la bonne place. Et c'est ce à quoi travaillent les nouveaux dirigeants de Rabbit, cette entreprise basée sur une innovation québécoise qui vient littéralement de ressusciter il y a quelques années après une période plus difficile. Et nous allons entendre à ce sujet le président des casse-têtes Rabbit, Jean Théberge. Monsieur Théberge, bonjour. Bonjour, M. Vézina. Et bienvenue à cet épisode de Télécorrex. Et d'entrée de jeu, je vais vous dire, on est bien heureux de constater que Rabbit reprend du service maintenant. Ah, nous aussi, évidemment. C'est un fleuron de l'industrie du Québec, comme vous le savez, inventé par M. Galland en 1991. Et puis, ça avait été vendu à des intérêts étrangers. Et nous sommes on s'appelle les irréductibles grenouilles. Et on avait décidé de relancer l'entreprise en 2012. Vous êtes arrivé en 2012, c'est tout récent. Oui, on est relancé en 2012. On a fêté notre 3e anniversaire d'introduction sur le marché, de relance. Et c'est, si je peux voir, comme le château Poudlard. C'est Poudlard d'Harry Potter. Harry Potter. Ouais. C'est le même principe, le même concept qu'autrefois. Exactement. On a repris exactement le même concept et on l'a raffiné, si on veut, parce qu'évidemment, avec les années, la qualité du graphisme, des illustrations et des technologies se sont améliorées, fait que ça nous permet d'avoir un rendu vraiment exceptionnel. Alors, comme ça, Poudlard, évidemment, c'est un ensemble gigantesque du film d'Harry Potter. Et puis ça, c'est un premier de 2 modèles. Alors, le premier qui est sorti au mois d'octobre, puis l'autre sort en début d'année. Et la beauté de la chose, la beauté supplémentaire de la chose, on pourrait dire, c'est que c'est un produit québécois et entre autres fabriqué au Québec. Exactement. On est très fiers de dire que c'est entièrement fait et conçu au Québec à partir du design initial, la fabrication, la découpe. C'est sûr qu'aujourd'hui, au niveau de la relance, on fabrique aussi avec l'aide de sous-traitants, mais des sous-traitants du Québec, que ce soit dans la région de Montréal ou un petit peu en périphérie. Alors, ce sont des œuvres impressionnantes, là. Le marché québécois n'est pas si grand que ça. Alors, j'imagine qu'il a fallu assez rapidement regarder au-delà des frontières. Exactement. Dans l'ancienne vie de Rabbit, si vous me passez l'expression, Rabbit avait conclu des ententes de licence où il y avait des compagnies tierces comme Milton Bradley aux États-Unis ou Hasbro à l'international qui fabriquaient sous licence pour ces territoires-là. Alors, nous, on a repris l'ensemble des droits, finalement, puis on relance dans tous les territoires. Alors, l'avantage qu'on a, c'est effectivement, ça nous donne un plus grand marché. C'est sûr qu'évidemment, il y a une question de facteur de coût de transport qui est quand même assez... Ce sont des produits qui sont assez volumineux à faire le transport en Europe, mais quand même, ça vaut la chandelle, effectivement, pour fin de production. Et là, on est dans une trentaine de pays à travers le monde. Mais j'imagine que ce corridor nord-est, là, parce que le nord-est américain, ça doit être déjà un marché naturel. Exactement. Au niveau des États-Unis, c'est effectivement le nord-est et toute l'est des États-Unis qui, à cause des proximités, des marchés qui, effectivement, est privilégié. Comment vous avez fait? Quelle est votre stratégie? Parce qu'il y a déjà une certaine notoriété dans le monde du jeu. Mais il faut recommencer, il faut le faire connaître avec V. Vous y allez directement ou vous avez des agences, des représentants? Bien, au tout début, on est allé directement. Mais évidemment, quand vous relancez une entreprise, c'est pas tout le temps évident. Surtout au départ, compte tenu des investissements requis pour développer chacun des modèles, ce sont des investissements substantiels. Alors, on avait juste 4-5 modèles. Alors, retourner sur le marché et dire Rabbit est revenu, Rabbit is back, avec 4-5 modèles, à ce moment-là, c'est plus difficile. Mais au fur et à mesure, effectivement, on a repris le marché. Et en 2014-2015, on a commencé à travailler avec des agents indépendants, des représentants, qui nous représentent dans le marché du jeu et jouet. Mais sur quelle base? Sur base de commission. Oui. Mais ce sont des agents indépendants, de sorte qu'ils ont une panoplie d'autres produits à vendre. Et évidemment, c'est comme un catalogue. Les gens vont voir le client, tu es intéressé. Alors, ça va assez vite. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas se fier uniquement au rôle des agents, qu'il faut s'impliquer nous-mêmes au niveau médias sociaux, au niveau marketing, au niveau promotion, et surtout avoir le produit qui répond spécifiquement à ce marché-là ou de façon plus précise à ce marché-là. Comment dire, vous ne pouvez pas simplement tout confier à une tierce partie, vous devez quand même faire le travail. Ah oui, on doit effectivement faire le travail. Comme je disais, les représentants sont indépendants et ils sont payés à commission. Alors, c'est sûr que dans leur catalogue, s'il y a un produit qui va plus vite que l'autre, à ce moment-là, ils vont pousser plus un que d'autres. Ça, c'est évident. Et pas juste ça, comme vous l'avez vous-même noté, Rabbit a une notoriété, une histoire depuis 1991.
Alors, cette histoire-là, les agents ne l'ont pas. Alors, c'est sûr qu'on met notre grain de sel pour se rappeler que, écoutez, de 91 à 2005, Ribbit a vendu 30 millions d'unités de casse-tête à travers le monde. 30 millions? 30 millions d'unités avec Ribbit elle-même et aussi par l'entremise de ses partenaires et licenciés à travers le monde. C'est curieux parce que vous arrivez avec ce produit qui est éminemment tactile, concret, à l'âge des produits virtuels, du jeu vidéo, des applications mobiles. Puis... Exactement. Mais vous savez, à cette ère technologie où tout le monde va avec la tablette et tout ça, nous autres, on dit utilisez vos doigts différemment. Alors, parce que, évidemment, c'est un projet où on veut qu'il rende du défi et tout ça. Alors, les jeux électroniques, c'est quelque chose qui va vite, et ainsi de suite. Mais là, c'est plus pareil, c'est pas ça. Nous, on offre un jeu divertissant pour la famille, où là, les pièces de casse-tête sont mises sur une table de salle à manger, tout ça. Et là, vous commencez à en faire, votre fils ou votre fille se joint à vous. Puis ça devient un lieu de réunion où là, vous échangez en même temps. Mais coudonc, comment ça va à l'école, et ainsi de suite. Et c'est comme ça. Puis ça devient, ils disent en anglais, addictive. Les gens, une fois qu'ils commencent à le faire, ils peuvent arrêter, ils veulent se rendre jusqu'à la fin. Et les Américains, qui sont très portés vers les nouvelles applications, vont être aussi sensibles que nous à ce genre de démonstration? Oui, encore une fois, comme je vous dis, M. Vina, ça dépend du modèle. Alors, c'est sûr que d'offrir des produits tels que... Parce qu'on a sélectionné des modèles qui sont populaires à travers le monde pour vraiment avoir une meilleure répartition de nos modèles et des marchés. Mais arriver avec un Taj Mahal, c'est sûr que ça prend aux États-Unis, mais ça prend moins qu'effectivement la ville de New York. D'ailleurs, la ville de New York, une anecdote, c'est qu'on avait rencontré les gens de la délégation du Québec à New York. Et c'est alors que Mme Poirier était déléguée générale, qui me disait « Ah, Jean, c'est le 75e anniversaire de la délégation, vous devriez faire le Rockefeller Center. » Je dis « Mme Poirier, je vais faire mieux que ça, je vais faire la ville de New York au complet. » Et on l'a fait 2 ans après, alors c'est ce que ça donne aujourd'hui. Il y a combien de pièces dans ces morceaux-là? En fait, ce sont 4 casse-têtes individuels de 850 à 900 pièces, donc qui sont vendus séparément. Et après ça, évidemment, une fois les 4 assemblés, vous les voyez un peu dans le désordre, mais une fois tout assemblé, vous avez la vue de Manhattan de 3525 pièces. 3525 pièces, et je présume que c'est assez précis. Vous n'avez pas été dans l'approximation. Exactement, non, c'est 3525 pièces. Et là, je vois, bon, la ville de New York n'a pas de licence de brevet, mais Poulard, oui. Ça appartient à une franchise à Harry Potter, donc il vous faut négocier des droits. Exact. Dans le passé, on avait fait la licence du Seigneur des Anneaux, qui est aussi détenue avant New Line Cinema, maintenant par Warner Brothers. Et donc, quand on a lancé Ribbit, on a récupéré les droits de Seigneur des Anneaux. Et c'est avec l'exécution de ce qu'on a fait sur le Seigneur des Anneaux. Puis là, ils nous achalaient, ils disaient « Ah, vous devriez faire Poudlard, vous devriez faire Harry Potter, ainsi de suite. » Puis finalement, là, on est allé sur le site de tournage, puis on a pris des photos, puis on s'est dit « Bon, on se lance dans le projet. » Mais compte tenu de l'ampleur du site d'Hogwarts, en fait, ça aurait fait 3 casse-têtes, mais nous, on l'a scindé en 2 casse-têtes, et c'est ça. Alors, effectivement, ce sont des droits mondiaux, où ça ajoute aussi une complexité au niveau exécution, parce que là, vous avez... l'exécution, vous dessinez, vous envoyez ça chez Warner Brothers pour approbation. L'équipe interne le révise, envoie ça chez Madame les éditions de J.K. Rowling en Angleterre pour avoir leur bénédiction aussi. Alors, c'est assez complexe, mais on l'a fait. Et vous êtes protégé à cet égard-là. Ah, exactement. Nous sommes les seuls mondialement qui faisons des casse-têtes 3D de Poudlard ou d'Harry Potter depuis, en fait, ça a été conclu il y a quelques mois. M. Théberge, je serais pensé, vous êtes vraiment dans une ligne d'affaires, si je peux me permettre, très particulière. Oui. Mais au départ, quand on tasse ce qui est autour, la stratégie, le principe, la démarche doit être à peu près celle que bien d'autres exportateurs doivent mettre en place. Pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui serait l'élément le plus important ou un des plus importants? Bien, c'est sûr qu'on buse dans ces entreprises puis on dit, OK, on va tout de suite aller dans les marchés internationaux. Mais avant, il faut être, comme on disait, maître chez nous. Il faut avoir du succès dans son propre territoire, ce qu'on a effectivement au Québec, puis maintenant au Canada. Et par la suite, on fait de l'expansion. Alors, notre autre marché qu'on a privilégié dans un deuxième temps, ça a été les États-Unis immédiatement. Parce qu'évidemment, la proximité du marché, surtout aujourd'hui, avec $1 à 1,30, 1,32. Dans le genre, oui. Dans le genre, c'est super pour nous autres, ça nous aide beaucoup. Et comme on est près de ces marchés-là, contrairement à d'autres entités qui s'approvisionnent, par exemple, en Asie,
bon, on a un temps de réponse exceptionnel parce que nous, on fabrique maintenant juste à temps. On ne fabrique pas longtemps d'avance, mais nos composantes sont toutes disponibles de sorte qu'on peut répondre à une commande, par exemple, de Barnes & Noble aux États-Unis en une semaine, puis les 2000 casse-têtes sont chez eux, là. Jean Deberge, merci tellement d'avoir ressuscité Rabbit et avec un petit peu d'aide de la magie derrière, Oui, on est certain que vous allez pouvoir voler, vous en voler très loin et très haut maintenant pour continuer votre expansion. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie beaucoup, M. le Président.